Un homme mystérieux portant un long manteau commet le vol de banque le plus étrange de l'histoire du Japon. Il ne s'agit pas d'un vol à main armée, ni d'une prise d'otage, ni de quoi que ce soit d'autre. Un vol avec des événements mystérieux et choquants. Une histoire étrange et effrayante. Mais avec tout cela, l'histoire est bien plus profonde qu'un simple vol de banque. Je ne veux pas vous gâcher les événements, alors entrons dans le vif du sujet. Les événements de notre histoire se sont déroulés en 1948 au Japon, il y a plus de 70 ans. À cette époque, un événement majeur se déroulait dans le monde, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Le conflit entre le Japon et l'Amérique était brûlant. En fin de compte, comme nous le savons tous, l'Amérique a largué 2 bombes nucléaires sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki. En outre, plusieurs petites bombes ont été lancées sur le Japon, en particulier sur la capitale, Tokyo. Cela a provoqué la chute de l'Empire japonais et l'empereur a annoncé sa capitulation en 1945. Ce fut le dernier événement de la Seconde Guerre mondiale. Après la capitulation du Japon, l'Amérique est entrée au Japon et a pris les rênes du pays. Les Japonais se trouvaient dans une situation très difficile à cette époque. Le pays venait de sortir de la plus grande guerre qu'il ait jamais connue, et la famine, les sans-abri et les maladies se répandaient partout. 3 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre, et l'année 1948 est arrivée. L'année où les événements de notre histoire vont commencer. La situation est toujours la même, et l'Amérique dirige toujours le pays. Les événements de l'histoire commencent le 26 janvier de l'année 1948. Un homme entre dans l'une des succursales d'une banque appelée Banque impériale du Japon. Cette succursale compte 21 employés. Mais ce jour-là, 7 employés sont absents pour cause de maladie, dont le directeur de la succursale. Dans l'après-midi de ce jour-là, l'homme est entré dans la banque, il portait une longue veste marron et une cravate entourait son bras gauche au-dessus du coude, ce qui indiquait qu'il s'agissait d'un employé officiel du gouvernement, plus précisément d'un employé du ministère de la Santé. Il a demandé aux employés, le directeur de la banque, qui lui ont répondu qu'il était absent pour cause de maladie, mais que le directeur adjoint était disponible. Vous pouvez lui parler. L'homme s'est présenté comme un épidémiologiste du ministère de la Santé et a indiqué qu'il y avait un puits dans la région. Ils ont découvert qu'il pouvait être à l'origine de la propagation de la silicose, une maladie de longue durée causée par l'inhalation de niveaux dangereux de poussière de silice. Il a expliqué au directeur adjoint que le gouvernement essayait actuellement de contenir la maladie et d'empêcher sa propagation, et qu'il avait donc apporté des médicaments que tout le monde devait prendre. Il a ajouté qu'il était là sur ordre des autorités américaines. Le directeur adjoint hésite d'abord, mais l'homme mystérieux le convainc et il accepte. Le directeur adjoint est allé chercher les 14 employés. Il y avait encore 2 personnes dans la banque qui étaient la femme et la fille d'un des employés. Le médecin s'est tenu devant elles, de petites tasses japonaises à la main, et leur a dit « Le médicament que je vais vous donner peut abîmer les dents. Vous devez donc boire rapidement, comme je le fais maintenant devant vous, afin que je puisse vous montrer la bonne méthode. » Il sortit alors une bouteille contenant le médicament, en versa un peu dans l'une des tasses et la but rapidement devant eux. Ensuite, les employés ont commencé à boire le médicament l'un après l'autre. Environ 1 minute plus tard, certains employés ont commencé à se plaindre que le médicament leur faisait mal à la gorge, ce à quoi le médecin a répondu qu'il n'y avait rien à craindre et que cette sensation de brûlure disparaîtrait au bout d'un moment. Après cela, les employés, y compris le directeur adjoint Yoshida, lui ont demandé d'aller à la bouche. À ce moment-là, le mystérieux docteur a ramassé ses affaires et les petites tasses qu'il avait apportées. Puis, il a fait le tour des bureaux des employés et a pris environ 160 000 yens dans les tiroirs des bureaux, ainsi qu'un chèque de 17 000 yens. Cette somme vaut près de 10 000 $ en valeur actuelle. Les employés ont commencé à tomber sur le sol les uns après les autres et, en l'espace de 15 minutes,
le mystérieux docteur est sorti de la banque en courant et a laissé derrière lui 10 cadavres. Le médicament qu'il leur a donné était un poison mortel. L'un des corps qu'il a laissé derrière lui était celui d'une fillette de 8 ans. Quelques heures plus tard, l'un des employés de la banque était encore en vie. Il est sorti de la banque et a commencé à crier et à demander de l'aide. La police a été informée, elle s'est rendue à la banque et a trouvé 6 employés vivants qu'elle a emmenés à l'hôpital le plus proche de la banque. 2 d'entre eux sont décédés en cours de route et seuls 4 sont restés en vie. La police a immédiatement ouvert une enquête. La première chose qu'ils ont faite a été de parler aux 4 survivants afin d'obtenir les caractéristiques du médecin criminel, mais malheureusement, leur description n'a pas été très utile, d'autant plus que le criminel n'avait pas de caractéristiques distinctives dans son apparence. La seule chose que les enquêteurs savent d'eux est que l'homme mystérieux a environ entre 40 et 50 ans. Les enquêteurs ont ensuite commencé à examiner la scène de crime et ont remarqué que le criminel avait laissé beaucoup d'argent derrière lui. Les enquêteurs ont commencé à se demander pourquoi il n'avait pas pris tout l'argent. Et la deuxième question qui se posait aux enquêteurs était la suivante. Comment ce criminel a-t-il pu prendre le médicament ou le poison dans la même bouteille que celle qu'il a utilisée pour les employés? Les 4 employés qui ont survécu ont déclaré qu'ils étaient sûrs que le criminel avait bu dans la même bouteille. Comment a-t-il pu faire cela sans être affecté par le poison? Cependant, les enquêteurs ont appris plus tard que le chèque volé, d'une valeur de 17 000 yens, avait été encaissé dans une deuxième banque appelée Yasuda Bank, située à environ 3 km de la banque volée, ce qui signifie que le criminel s'est rendu dans la deuxième banque et a encaissé le chèque qu'il avait volé. Les enquêteurs se sont rendus dans cette banque et ont demandé les informations que leur avait communiquées la personne qui avait encaissé le chèque. La banque a transmis ces informations à la police, qui a rapidement découvert que le nom et l'adresse enregistrés par cet homme étaient faux. L'enquête s'est poursuivie et la police a découvert que des incidents similaires s'étaient déroulés de la même manière dans 2 banques différentes. Le premier incident s'est produit au mois d'octobre de l'année précédente, c'est-à-dire en 1947, soit près de 3 mois avant l'incident mortel dont nous avons parlé. Lors de cet incident, le mystérieux docteur est entré dans la banque. Il est entré et est allé voir le directeur, a prétendu qu'il était médecin et a dit la même chose. Et effectivement, la même chose s'est produite. Le directeur a réuni les employés et tout le monde a bu le médicament. Le médecin regardait sa montre d'un air soupçonneux, mais 10 minutes plus tard, rien n'était arrivé au personnel. Il a donc simplement pris ses affaires et quitté la banque, sans qu'il n'arrive rien à personne. C'est pourquoi l'incident n'a pas été signalé. Les enquêteurs ont conclu plus tard que ce criminel expérimentait son poison et son efficacité. Le deuxième incident s'est produit le 20 janvier 1948, près d'une semaine avant l'incident fatal. Cette fois, le criminel est entré dans l'une des succursales d'une banque appelée Bank of Tokyo et a de nouveau prétendu être un médecin du ministère de la Santé et a dit au directeur de la banque qu'il y avait une famille appelée Yoritani qui souffrait de la maladie de la foule et qu'ils avaient des informations selon lesquelles M. Yoritani avait visité la banque ce jour-là, de sorte que l'endroit devait être stérilisé pour les employés et qu'il devait prendre des médicaments. Le directeur a demandé au médecin de lui accorder quelques instants pour vérifier les dossiers et il a constaté que M. Yoritani était une personne réelle. Il s'était rendu à la banque ce jour-là et y avait déposé une somme importante. Mais le problème est que l'adresse enregistrée à la banque ne correspond pas à l'adresse donnée par le médecin. Le directeur de la banque est allé voir le médecin présumé et lui a dit que l'adresse de M. Yoritani ne correspondait pas à cette adresse. Le médecin criminel lui a répondu qu'il retournerait au bureau pour revérifier les informations dont il disposait et qu'il reviendrait plus tard. Le médecin est ensuite sorti précipitamment de la banque et n'y est plus retourné. Ces 2 incidents n'ont toutefois pas été signalés parce qu'ils n'ont pas entraîné de dommages ou de décès. Les enquêteurs ont découvert que dans les 2 cas précédents, le criminel avait donné au directeur de banque
une carte de visite comme preuve de son identité. Mais la carte portait deux noms différents. La carte du deuxième incident portait le nom de « Docteur ». Jeremy Gucci, et après que la police l'ait recherché, elle s'est aperçue qu'il s'agissait d'un faux nom qui n'existait pas. En revanche, la carte du premier incident, qui s'est produit 3 mois avant notre histoire, portait le nom de Dr Matsui, et il s'agissait d'une personne réelle. La police a réussi à le joindre, l'a arrêté et a commencé à l'interroger. Mais le Dr Matsui avait un alibi solide. Il a déclaré qu'il était en réunion à la date du crime et de nombreux témoins ont effectivement confirmé sa présence. Mais ce n'était pas la fin de la route. Le Dr Matsui a expliqué aux enquêteurs que ces cartes étaient une édition limitée, puisqu'il n'en avait imprimé que 100 exemplaires. Il ne les donnait que dans de rares cas, lorsqu'il se trouvait pour affaires ou dans un lieu officiel, et il ne les donnait qu'en cas d'échange de cartes de visite, c'est-à-dire que chacune des deux parties donnait sa carte à l'autre. Et il avait une habitude particulière lorsqu'il donnait sa carte. Il écrivait toujours au dos des cartes qu'il recevait, quand il les donnait, où il les donnait et à qui il les donnait. Il a dit aux enquêteurs qu'il avait distribué 92 cartes et qu'il n'en avait gardé que 8. Grâce à cette habitude, les enquêteurs pourront retrouver les personnes avec lesquelles il a échangé. 20 d'entre elles étaient des femmes. Les 62 autres personnes retrouvées et acquittées de tout lien avec le crime avaient des arguments et des excuses solides. Il ne restait plus que 8 suspects. Ce processus d'enquête et de liquidation des accusés a pris beaucoup de temps. À cette époque, les enquêteurs reçoivent les résultats préliminaires de l'examen des corps, qui confirment la présence d'une substance toxique contenant du cyanure. Mais il y avait d'autres choses et matériaux qu'ils n'ont pas découverts. L'une des théories était que le criminel avait probablement mis une sorte d'huile à l'intérieur de la bouteille. L'huile flottait donc sur le poison, car elle a une densité plus légère. Elle flotte donc toujours au-dessus du poison. Lorsque le criminel s'est versé dans la tasse, il ne s'est pas versé de poison. Il n'a versé que de l'huile. C'est pourquoi les 4 employés qui ont bu après lui sont toujours en vie. Près de 6 mois se sont écoulés depuis l'incident, et la police poursuit son enquête. Elle a pu joindre les 8 suspects grâce aux cartes de visite distribuées par le docteur Matsui. Sur ces 8 suspects, la police s'est concentrée sur un seul, qui lui était identique à bien des égards. Ce suspect était un homme d'une 50aine d'années. Il s'appelait Tadamichi Hirosawa et était peintre et professeur d'art. La raison pour laquelle la police s'est intéressée à cet homme est qu'elle a découvert qu'il avait été arrêté 4 fois auparavant parce qu'il avait essayé d'encaisser de faux chèques. Lorsque les enquêteurs l'ont interrogé sur la carte de visite qu'il avait prise au docteur Matsui, il leur a répondu que son portefeuille avait été volé il y a 4 mois et que toutes les cartes qu'il contenait avaient été perdues. La deuxième chose, et la plus importante, que la police a apprise au cours de son enquête est qu'il avait déposé 130 000 yens sur son compte bancaire au cours de la semaine suivant l'incident, et lorsqu'ils lui ont demandé d'où provenait cette somme, il a refusé de donner des éclaircissements sur la source de l'argent. Cette situation a renforcé les soupçons à son égard, et il est devenu le principal suspect dans cette affaire. La police a arrêté Tadamichi Hirosawa et l'a emmené à Tokyo, où elle a entamé une longue et intense enquête. Elle a fait venir les 4 employés qui avaient survécu à l'incident pour qu'ils témoignent et voient ton apparence, ainsi que 7 autres témoins qui se trouvaient près de la banque au moment de l'incident. Mais ce qui est étrange, c'est qu'aucun d'entre eux n'a confirmé que cette personne était bien celle qui était entrée dans la banque ce jour-là. La police a fait appel à un enquêteur spécial, connu pour ses méthodes d'enquête brutales, qui a donc commencé à utiliser ces méthodes. Il l'a privé de sommeil et a torturé Tadamichi, psychologiquement et physiquement, et la torture était insupportable. 3 jours après ces tortures, l'accusé a avoué le crime. Il a déclaré être l'auteur de l'opération. Après cette période passée en prison,
les interrogatoires et les tortures psychologiques qu'il a subies, il a été choqué comme s'il n'avait pas conscience de ce qui l'entourait. Il est resté à l'hôpital pour recevoir des soins et, après quelques semaines, son procès a commencé. Et imaginez que lorsqu'il s'est présenté devant le tribunal par la suite, il a nié tous les aveux qu'il avait faits. Il a déclaré qu'il avait été contraint d'avouer en raison des tortures qu'il avait subies et que les aveux écrits n'étaient pas ceux qu'il avait signés. Il a déclaré que la signature avait été falsifiée et que l'ensemble des aveux avaient été falsifiés. Lors du procès, il souffrait encore du choc et n'était pas dans un bon état mental, mais il était désespéré de nier les accusations portées contre lui, insistant sur le fait que les aveux n'étaient pas valables. Pendant la période du procès, d'importants rapports ont été publiés par les 2 hôpitaux universitaires qui ont analysé le poison trouvé dans les cadavres, l'Université de Tokyo et l'Université de Kyoto. Ils ont découvert que la substance toxique utilisée pour le crime avait un lien avec quelque chose d'effrayant dans l'histoire militaire du Japon. L'armée japonaise disposait d'une unité chimique spéciale, officiellement connue sous le nom d'unité anti-épidémiologie ou unité de purification de l'eau, et qu'elle appelle l'unité 731. Cette unité a une réputation et des secrets très sombres. Elle est connue pour mener des expériences dangereuses sur des êtres humains. La question est maintenant de savoir comment Satomichi Hirosoa a obtenu un tel poison. Il ne travaillait pas dans cette unité auparavant et n'a aucun lien direct avec elle. Une théorie a émergé selon laquelle l'auteur de l'opération était très probablement un soldat ou un médecin ayant déjà travaillé dans l'unité 731, et les autorités japonaises auraient accusé Satomichi parce qu'elle voulait clore l'affaire. Bien qu'il ait continué à nier les accusations et les aveux qu'il avait faits sous la torture, le système judiciaire japonais traitait les aveux comme s'ils étaient absolus, quelle que soit la manière dont ils avaient été obtenus. Au cours du procès, des détails sont apparus qui ont justifié les éléments considérés comme des preuves contre lui. La première chose est la raison pour laquelle il a essayé d'encaisser de faux chèques avant le vol, l'explication étant qu'il souffrait d'une maladie mentale qui lui faisait oublier et régler des choses contraires à sa nature. C'est cette raison qui l'a poussé à tenter d'encaisser les faux chèques. En outre, il a présenté au tribunal des rapports médicaux documentés. En ce qui concerne la deuxième chose, à savoir le montant qui a été déposé à la banque quelques jours après le vol, certains de ses proches ont témoigné qu'il n'avait pas été en mesure d'encaisser les faux chèques. Certains de ses proches ont témoigné qu'il travaillait parfois sur des tableaux d'adultes, parce qu'il se vendait mieux, et qu'il était donc obligé de recourir à ce travail en raison de sa situation financière difficile. C'est la raison pour laquelle il n'a pas indiqué à la police la provenance de l'argent. Cependant, après tout cela, après un long procès qui a duré environ 2 ans, le 24 juillet 1950, Satomichi Hirosoa a été reconnu coupable et officiellement condamné à la peine de mort. Ce qui est étrange, c'est que la sentence n'a pas été exécutée et que tous les appels ont été rejetés et qu'il est resté coincé en prison pendant 40 ans. Pendant cette période, il a dessiné plus de 1300 tableaux. À l'âge de 95 ans, Satomichi est mort en prison des suites d'une maladie. L'histoire de cet homme est très triste, et bien qu'il ait été officiellement considéré comme l'auteur de l'opération et que l'affaire ait été classée, les proches de Satomichi, même après sa mort, ont continué à soumettre des demandes au système judiciaire en vue d'un nouveau procès. La dernière de ces demandes a été déposée en 2015. Au total, 20 demandes de révision de procès ont été déposées, mais elles ont toutes été rejetées. Selon certaines théories, cette opération serait une expérience américaine sur des êtres humains. Cette théorie peut expliquer pourquoi le criminel a laissé une grosse somme d'argent à la banque, alors qu'il l'avait à portée de main. D'autres affirment qu'une personne appartenant à une organisation criminelle a fait cette expérience pour tester l'efficacité de ce poison, d'autant plus qu'il y avait déjà eu des tentatives dans 2 autres banques auparavant.
nous voici arrivés à la fin de l'histoire. Partagez vos opinions et vos théories sur cette affaire dans les commentaires ci-dessous. Au revoir, à bientôt dans la prochaine vidéo.